Donc, pour notre séminaire aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre de Cedric Robinson, Black Marxism, The Making of the Black Radical Tradition. Qui est-ce qui a déjà étudié ce livre ou qui le connaît ou non? Ok. Qui est-ce qui a déjà vu le film Black Panther de Marvel? Oui? Ok. Ok. All right. On en parlera. Ok. Alors, étudions donc ce livre de Cedric Robinson, dont le titre, etc., et la traduction française est de référence sur le syllabus, si vous avez vu le syllabus. Okay. Alors, est-il possible d'imaginer un avenir post-capitaliste dans la tradition radicale noire? L'idée du marxisme noir serait certainement post-capitaliste, mais la tradition radicale noire, selon Cedric Robinson, conduit-elle nécessairement à un avenir post-capitaliste? Et si ce n'est pas le cas, doit-elle être associée à une autre théorie économique politique plus explicite? Dans ce séminaire, nous discuterons de l'ouvrage de référence de Cedric Robinson, Black Marxism, The Making of the Black Radical Tradition. Traduit le titre en français, Le marxisme noir, la création de la tradition radicale noire. Et mon argumentation sera la suivante. Dans son livre, Cedric Robinson oppose deux traditions différentes. Une forme eurocentrique du marxisme, d'un côté, et de l'autre, une tradition radicale noire. C'est cette dernière, la tradition radicale noire, qui intéresse et séduit Robinson le plus. Il retrace son histoire depuis le Moyen-Âge et plaide pour son indépendance vis-à-vis du marxisme, ou d'un lien complexe avec le marxisme. Le titre de son livre suggère, d'une manière assez provocante, un mariage entre cette tradition et le marxisme, un mariage qu'on pourrait penser comme le marxisme noir. Mais ce n'est pas l'argument que l'on retrouve dans ce livre. Au contraire, Robinson attire le lecteur sur le sous-titre, la tradition radicale noire. Je dirais qu'il n'est pas évident que la tradition radicale noire conduise à un avenir post-capitaliste. Elle est davantage orientée vers une relation au passé et au présent et vers des formes de lutte. Elle capture une éthique liée à une tradition séculaire et religieuse de la lutte contre l'oppression. Et il ne s'agit pas vraiment d'un programme pour l'avenir, il s'agit plutôt d'un rapport à un autre monde ou une relation transcendantale vers l'avenir, au-delà de nos expériences d'oppression aujourd'hui. D'autres penseurs critiques, comme Cornel West, ont cherché à marier la tradition radicale noire au marxisme, afin de forger une vision post-capitaliste. Et donc, West a fait ce travail avec le marxisme. W.E.B. Du Bois aussi, on y viendra. Mais je dirais qu'on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser la structure ou le paradigme marxiste pour imaginer comment la tradition radicale noire pourrait donner place à un avenir post-capitaliste.
ça pourrait être un avenir beaucoup plus afro-futuriste. Et dans ce cas, nous devrions lire peut-être davantage dans cette tradition afro-futuriste. Aujourd'hui, je vais discuter une illustration, le film Black Panther de 2018. Je soutiendrai que ce film capture parfaitement une lutte entre un programme marxiste noir ou un programme peut-être déformé du Black Panther Party pour l'avenir, et de l'autre côté une vision, une autre vision futuriste. Mais en fin de compte, je pense que le film nous laisse avec une question prépondérante. Aujourd'hui, en ces temps de démantèlement des cadres intellectuels existants sur la question de la race, donc l'attaque de l'administration Trump contre les efforts de DEI, Divest, Equity and Inclusion, des attaques contre la diversité, contre la discrimination positive, contre la critical race theory, etc. La question qui se pose, c'est donc vers quel avenir devons-nous maintenant nous tourner? Alors commençons donc avec le livre de Cedric Robinson. Bien que célèbre aujourd'hui aux États-Unis, vous savez, c'est vraiment le texte aux États-Unis qui a donné naissance au terme racial capitalism. Et donc, je veux dire, si vous vous intéressez aux questions qui entourent ce terme, cette expression et toute la philosophie qui entoure la question du racial capitalism, vraiment, c'est la source. C'est l'origine et c'est le texte fondateur dont vous devriez relire. Et bien qu'il soit assez célèbre aujourd'hui, le livre de Robinson est presque passé inaperçu lors de sa publication en 1983. Et il l'aurait probablement été inaperçu sans la critique assez provocante publiée dans le Monthly Review en 1988 par Cornel West, qui était à l'époque professeur de religion, directeur du programme d'études afro-américaines à l'université de Princeton. Cornel West a brisé ce que les critiques appelleront plus tard la conspiration du silence qui a entouré ce livre de Robinson. Et à sa manière caractéristique, il a propulsé le concept de marxisme noir dans le débat contemporain. À l'époque de l'écriture de ce livre, Robinson était professeur de sciences politiques et d'études noires, Black Studies, à l'Université de Californie à Santa Barbara. Et il dirigeait le centre de recherche sur les études sur les Black Studies. Au moment où il publie ce livre, Black Marxism, il a déjà publié un autre, Terms of Order, Political Science and the Myth of Leadership, en 1980, dans lequel il soutient, selon ses propres termes, que notre perception de l'ordre politique est une illusion, il dit, entretenue en partie par les théoriciens politiques et sociaux occidentaux qui dépendent de l'idée de leadership pour décrire et prescrire l'ordre social. Il me semble que j'aurais bien dû inclure ce livre dans le mien, intitulé « L'illusion de l'ordre ». Bon, c'est trop tard. Il publie Black Marxism en 1983 chez les presses de l'Université de la Caroline du Nord, qui est une maison d'édition universitaire qui a une excellente réputation dans le domaine de l'histoire en particulier. Le sous-titre du livre contient une allusion au célèbre ouvrage de l'historien marxiste britannique E.P. Thompson, l'ouvrage fameux « The Making of the English Working Class ».
ici, le sous-titre, c'est The Making of the Black Radical Tradition. Et le livre de E.P. Thompson sur The Making of the English Working Class sert de fil conducteur dans ce livre et est entièrement la cible du deuxième chapitre de ce livre. L'argument de Robinson est que Thompson n'a pas reconnu le rôle de la race dans la construction de la classe ouvrière industrielle anglaise. Plus précisément, le rôle des hiérarchies raciales qui ont subjugué, selon ses propres mots, la race irlandaise et donc ignorer les luttes raciales entre les deux, ce qui dit les deux races de la classe ouvrière, à savoir les Irlandais et les Anglais. Et donc à ignorer ce conflit et le rôle de cette hiérarchie et de cette race struggle, pas seulement race struggle à l'intérieur de la lutte des classes, en fait, et de la formation de la classe ouvrière anglaise. Alors, je dirais que, bon, la traduction de ce livre, le livre a été traduit en français, il vient de sortir en 2023 chez les éditions Entremonde, qui est une édition à Genève, qui publie surtout des livres critiques, traduit par Selim Nadi et Sophie Coudray. Et le titre qu'ils ont donné, c'est « Marxisme noir, la genèse de la tradition radicale noire ». Je pense que le mot « genèse » pour traduire « the making of the Black Radical Tradition » est un peu problématique parce qu'on ne retrouve pas vraiment la référence à Thompson. Enfin, le livre de Thompson a été traduit en français avec le titre « La formation de la classe ouvrière anglaise », traduit par Gilles Devet, Mireille Golowskowy et Marie-Noël Thibault chez les éditions Point. Je pense qu'il est absolument nécessaire de faire une référence directe à Thompson. Je pense que les notions de genèse ou d'histoire ou de généalogie qui sont très intéressantes et pourraient décrire ce que fait Robinson dans son texte ne marchent pas aussi bien que quelque chose comme la formation ou la fabrication qui représente pour Thompson le concept important, n'est-ce pas? Pour Thompson, pour Marx, l'idée centrale, c'est que la classe ouvrière a été fabriquée à un moment donné de l'histoire, que le prolétariat n'existait pas auparavant, qu'il y avait bien sûr d'autres classes ouvrières, comme les gens esclavagés, par exemple, mais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé historiquement avec la formation de cette classe ouvrière. Et je pense qu'il faudrait donc, de même pour Robinson, penser à la fabrication, la formation de la tradition radicale noire à un moment donné, donc sur la base d'une histoire d'oppression. Bon, alors, comment est-ce que ce livre fonctionne? Alors, il fonctionne en trois moments, trois mouvements qui correspondent aux trois parties du livre. Tout d'abord, Robinson repousse de plusieurs siècles le contexte de l'émergence du capitalisme en Europe. Il démontre la centralité des guerres raciales dans l'histoire européenne, guerres raciales qui remontent aux luttes du 9e, du 10e siècle entre des peuples tels que les Ostrogoths,
les Wisigoths, les Vandales, les Bourgons, les Francs, etc., dans les vestiges de l'Empire romain. Robinson s'appuie sur les recherches d'historiens médiévaux tels que Henri Pirenne. Il s'appuie sur notre école d'historiographie ici, des Annales, en particulier sur Fernand Braudel, ainsi que sur la théorie des World Systems, des systèmes mondiaux de Emmanuel Wallerstein. Et ce qu'il propose, c'est un arc, une histoire alternative à l'histoire conventionnelle du capitalisme, donc c'est-à-dire un arc alternatif à l'accent marxiste traditionnel mis sur l'industrialisation européenne et le moment au tournant du XIXe siècle qui a donné naissance à la classe ouvrière industrielle, donc to the English working class, par exemple. Robinson réalise en effet une autre histoire du racialisme européen, et une autre histoire du racialisme européen qui va servir de généalogie au capitalisme. En élargissant le cadre temporel à la période médiévale et pré-médiévale, et en relâchant le lien avec l'industrialisation, Robinson met en lumière au cœur du mouvement vers le mercantilisme et le capitalisme les luttes entre les peuples, ou entre, comme on les appelle, les races. Pendant la période médiévale, ces luttes qui ont abouti à l'esclavage, au commerce d'esclaves, à l'époque, qui étaient principalement des esclaves européens et méditerranéens. Il souligne, par exemple, du XIIIe au XVe siècle, l'importance dans ces mots, esclaves tartares, grecs, arméniens, russes, bulgares, turcs, circassiens, slaves, crétois, arabes, africains, maoris, et parfois chinois, cathais, dont les 2/3 étaient des femmes, donc qui travaillaient dans les maisons et dans les champs du sud de l'Europe. Remarquez, et c'est intéressant, que Robinson facilite au lecteur européen, au lecteur occidental, au lecteur blanc, dans la première partie de ce livre, le rôle de l'esclavage, et en particulier l'esclavage des peuples africains, qui va jouer un rôle dans sa généalogie du capitalisme. Mais pour faciliter tout ça au lecteur européen ou blanc, il commence des siècles avant l'esclavage dans les Amériques et montre la prédominance de personnes européennes réduites en esclavage dans les économies de l'Europe méridionale. Alors, comme nous l'avons vu plus haut, Robinson poursuit avec un chapitre, le deuxième chapitre sur E.P. Thompson, où il souligne le rôle de cette guerre raciale entre les Irlandais et les Anglais dans la formation de la classe ouvrière anglaise. Encore une fois, je pense pour rassurer le lecteur occidental sur le fait que ces luttes raciales ne sont pas seulement des luttes entre les Caucasians et les Africains, mais ont été des luttes de race internes à l'Europe. Petit excursus sur Michel Foucault. Vous savez très bien que Michel Foucault, disons que cette généalogie de Robinson recoupe en bonne partie l'argument de Foucault dans ses conférences au Collège de France en 1976, la société, il faut défendre la société, selon laquelle l'émergence des théories de défense sociale au XIXe siècle était le résultat des guerres des races
pendant les périodes pré-médiévales et médiévales. Donc en 1976, 7 ans avant Black Marxism, et on pourrait faire des recherches, mais je n'ai aucune raison de croire que Cedric Robinson suivait les cours de Foucault au Collège de France. De toute façon, en 1976, Foucault s'était donc concentré sur les Francs, les Gaulois, les Celtes et les autres peuples du nord et du sud de l'Europe, qui étaient au centre de ce qu'il découvre comme un discours historique, un discours dans le domaine de l'histoire sur la guerre raciale et la lutte raciale. On l'entend très bien dans son texte, c'est à la page 69, où il parle précisément de cette contre-histoire, à la page 69, contre-histoire qui est l'histoire des races et du rôle de leur affrontement dans l'Occident. On peut dire, on pourrait dire d'un mot, dans son discours, il dit qu'on a commencé à quitter à la fin du Moyen-Âge, au XVIe et au XVIIe siècle, une société dont la conscience historique était encore de type romain, c'est-à-dire encore centrée sur les rituels de la souveraineté, sur ses mythes, et puis qu'on est entré dans une société de type, disons, moderne, puisqu'on n'a pas d'autre mot, et que le mot moderne est évidemment vide de sens. Société dont la conscience historique n'est pas centrée sur la souveraineté, le problème de sa fondation, mais sur la révolution, ses promesses et ses prophéties d'affranchissement futur. C'est dans ce contexte-là que Foucault parle de la lutte des races et qu'il essaye de démontrer l'importance des historiens français sur la lutte des races. Alors, l'intervention de Foucault ici, dans son texte, consiste à se demander comment les guerres raciales ont été remplacées par la lutte des classes. Comment les guerres raciales se sont métamorphosées en guerres de classe. Et donc, il écrit précisément, en effet, au moment où ce discours était en train de se déplacer ou de se traduire ou de se convertir en un discours révolutionnaire, où la notion de lutte des races allait être remplacée par celle de lutte des classes. Et encore, quand je dis milieu du 19e, c'est trop tard, c'était la première moitié du 19e, puisque cette transformation de la lutte des races en lutte des classes a été opérée par Adolphe Thiers. Au moment donc où s'est fait cette conversation, il était normal que, d'un autre côté, l'on essaye de recoder en termes non pas de lutte des classes, mais de lutte des races, cette vieille contre-histoire. Alors, quand juste à ce moment, quand il est en train de parler de cette transformation de la lutte des races en lutte des classes, Foucault fait référence spécifiquement à de la correspondance de Marx dans une lettre. Foucault se trompe légèrement de quelle lettre il parle. Manifestement, il est en train de citer la lettre de mémoire. Il fait référence à la page 69 à une lettre que Marx, à la fin de sa vie, a écrite à Engels en 1882, mais c'était pas cette lettre. Là, c'est une lettre. Il fait référence à une lettre de Marx écrite à Joseph Wedemeyer le 5 mars 1852, donc 30 ans avant, pendant qu'il est en fait en train d'écrire le 18 Brumaire.
c'est le passage, vous savez, où Marx explique que ce qu'il a inventé, ce qu'il a découvert, ce n'était pas la lutte des classes, simplement, que les historiens français avaient déjà découvert la lutte des classes, c'était pas ça. Et il explique, comme vous savez, dans cette lettre, c'est une lettre très fameuse, il explique 3 choses. Lui, Marx, il a découvert 3 choses, dont, en effet, que la lutte des classes mènerait au communisme, disons. C'est ça sa contribution particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que Foucault, en se confondant un peu, puisqu'il cite de mémoire, c'est très fructueux parce qu'il ajoute quelque chose dans cette lettre qui n'était pas dans la lettre elle-même. Il dit, Foucault dit, il ne faut pas oublier, après tout, que Marx, à la fin de sa vie, en 1882, écrivait à Marx en lui disant, quote, « Mais notre lutte des classes, tu sais très bien que nous l'avons trouvée, où nous l'avons trouvée chez les historiens français quand ils racontaient la lutte des races. » Okay. C'est intéressant parce qu'en fait, Marx ne parlait pas de la lutte des races quand il parlait de la lutte des classes dans ce contexte. Donc, c'est un lapsus peut-être freudien, ou enfin, c'est une erreur qui est très productive, parce que de cette manière, Foucault introduit explicitement dans la conversation la question des guerres de race et la transformation de la guerre des races en lutte des classes. Et donc, en 1976, Foucault établit un lien direct entre guerre raciale et lutte des classes marxistes, donc ce qu'il appelle l'époque où la notion de lutte des races était sur le point d'être remplacée par celle de lutte des classes. Et donc, il situe ça au début du XIXe siècle. Pour ceux qui sont intéressés par ces questions, je vous recommande un livre de la philosophe politique Florence Hulak, H-U-L-A-K, H-U-L-A-K, Hulak, un livre qui s'appelle L'histoire libérale de la modernité, race, nation, classe. Bon, pour Foucault, comme vous savez, de ses cours de 1976, tout cela conduit à une brève discussion de la colonisation, brève discussion du génocide colonisateur, brève discussion du nazisme, disons des mots qui passent, ainsi que du racisme de l'État soviétique et du racisme moderne, et donc d'une beaucoup plus longue discussion chez Foucault sur la théorie de la défense sociale au XIXe siècle et la création du concept de l'ennemi intérieur. C'était pour lui ce qui l'intéressait le plus, les théories de la défense sociale qui émergeaient au début du XIXe siècle avec, par exemple, le travail de Adolf Prinz, criminologue belge, qui a écrit un livre dont le titre était « La défense sociale ». Et toute cette idée qu'il faut défendre la société des ennemis internes, n'est-ce pas? Bon, tout ça c'est du XIXe siècle, c'est ça qui intéresse Foucault, et donc c'est là où il va, bien qu'il mentionne la colonisation et le nazisme. Bon, pour Cedric Robinson, la discussion ne s'arrête donc pas là, ne s'arrête pas avec une mention de la colonisation ou de l'esclavage. Au contraire, c'est vraiment le centre de l'intérêt et du travail de Cedric Robinson. C'est d'expliquer comment la guerre des races donne lieu à l'esclavage et la traite des esclaves, qui donnera lieu donc à
l'oppression des Afro-Américains aux États-Unis, des Africains en Europe aussi, et de tout un système de World Systems Domination, comme Emmanuel Wallerstein développera dans son travail, que vous connaissez très bien, j'imagine, j'espère, enfin, le travail qui a essayé de démontrer la manière dont les systèmes d'oppression ont pris forme dans la relation mondiale entre la périphérie et le centre, n'est-ce pas? Que le système d'exploitation auquel on pense souvent dans le contexte domestique se reproduit à l'échelle mondiale. Bien. Alors, donc, ce que Robinson veut étudier, c'est comment ces premières guerres raciales à l'approche du Moyen-Âge en Europe se sont métamorphosées en esclavage et en conquête des peuples africains et indigènes des Amériques, comment elles se sont métamorphosées en traite atlantique des personnes esclavagées, en colonialisme, dans la forme des plantations et finalement en formation racialisée de la main-d'œuvre industrielle, et les conflits, par exemple, en Angleterre entre Irlandais et Anglais, etc. Pour Robinson, les guerres raciales constituent la base d'une généalogie alternative du capitalisme. Et à la fin de la première partie, Robinson esquisse quatre éléments, quatre périodes pour donner un schéma à ce qu'il appelle le racialisme européen, quatre périodes de ce développement, les deux premières périodes se situant principalement dans le domaine de l'histoire européenne, les deux dernières périodes étant plus globales et mondiales. Alors la première période est antérieure au Moyen-Âge, mais se prolonge dans celle-ci et dans le féodalisme. C'est la première période de formation des guerres raciales déjà évoquées, ce qu'il appellera Robinson les croyances et légendes sanguines et raciales. Il dit « The racial ordering of European society from its formative period, which extends into the medieval and feudal ages as blood and racial beliefs and legends. » La deuxième période couvre la domination progressive des cultures arabes, ottomanes et africaines sur le bassin méditerranéen, entraînant the Dark Ages, l'âge des ténèbres en Europe. Donc il écrit, deuxième période, the Islamic, i.e. Arab, Persian, Turkish, and African domination of Mediterranean civilization and the consequent retarding of European social and cultural life, the Dark Ages. Troisième période correspond à l'émergence du capitalisme marchand à partir du féodalisme tardif et au développement d'un système mondial, donc Emmanuel Wallerstein, s'étendant sur l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Il écrit « The incorporation of African, Asian, and peoples of the New World into the world system emerging from late feudalism and merchant capitalism. » Et puis finalement, la quatrième période, Robinson l'appelle the dialectic of colonialism, donc la dialectique du colonialisme, de l'esclavage plantocratique et de la résistance à partir du XVIe siècle et de la formation du travail industriel et des réserves, des labor reserves. Okay? Alors, l'argument de Robinson, c'est que ces quatre moments du racialisme européen ont façonné les relations sociales de production à toutes les différentes
à tous les différents stades économiques, que ce soit à travers la fin du féodalisme ou dans le capitalisme. Et donc ces 4 moments du racialisme européen constituent le contexte dans lequel le capitalisme a émergé. Comme il écrit à la page 66, je vais le lire en anglais. Racialism insinuated not only medieval, feudal, and capitalist social structures, forms of property, and modes of production, but as well the very values and traditions of consciousness through which the peoples of these ages came to understand their worlds and their experiences. Okay. In the medieval and feudal social orders of the European hinterland and the Mediterranean, racialism was substantiated by specific sets of exploitation through which particular caste or classes exploited and expropriated disparate peoples. Okay. Bon, alors donc dans la première partie, il travaille vraiment seulement sur la première période antérieure au Moyen Âge, qui est celle de cette guerre des races interne à l'Europe. C'est dans la deuxième partie du livre, alors, sur l'esclavage et la traite des esclavages, que Robinson développe les 3 autres moments de cette périodisation historique. Il y retrace donc d'abord les étapes du développement capitaliste fondé sur l'esclavage, la traite, la déshumanisation des peuples africains. Il retrace la façon dont les marchands et les entrepreneurs européens ont remplacé les personnes asservies par des marchandises et vice-versa, comment ils ont remplacé les marchandises par des personnes, et comment la traite des esclaves a transformé le capitalisme mercantile en capitalisme industriel. C'est ce travail que nous connaissons aujourd'hui sous la rubrique du racial capitalism. Peut-être qu'on dit capitalisme racial en français, je ne sais pas exactement le terme qu'on utilise, mais le terme en anglais c'est racial capitalism. Robinson utilise ce terme dès le début de son livre, dès la deuxième page en fait, et tout au long de l'ouvrage. C'est en grande partie Robinson qui a inventé l'utilisation du terme racial capitalism, même si d'autres l'avaient déjà employé auparavant. Il avait été employé, ce terme, par exemple, par Neville Alexander, un révolutionnaire sud-africain qui a passé 10 ans à Robben Island avec Nelson Mandela et qui a été l'un des premiers universitaires à populariser ce terme. Il l'avait utilisé dans les années 1970, Neville Alexander, pour décrire l'économie politique du système apartheid sud-africain. Et il avait utilisé le terme, en fait, Alexander, il avait utilisé en une manière qui sera similaire à Robinson. Ce qu'il essayait de faire, c'était de l'utiliser dans une double manière pour confronter à la fois les marxistes et à la fois les libéraux anti-apartheid. Comme l'explique Karen Engel, Alexander a théorisé le capitalisme racial pour s'opposer d'une part aux affirmations libérales selon lesquelles il était possible de mettre fin à l'apartheid sans mettre fin au capitalisme, et d'autre part aux affirmations marxistes selon lesquelles le démantèlement du capitalisme conduirait nécessairement à l'égalité raciale. Donc il essayait d'utiliser Neville, Alexander, il essayait d'utiliser ce terme pour combattre un peu les deux extrêmes, à la fois les marxistes qui pensaient qu'on n'avait pas besoin de focaliser sur les questions de race, et les libéraux anti-apartheid qui pensaient qu'on n'avait pas besoin de focaliser sur le capitalisme.
C'est un double mouvement qu'on retrouve, par exemple, avec la théorie de l'intersectionnalité de Kimberly Crenshaw, n'est-ce pas, qui attaque les féministes pour ne pas penser aux questions de race et qui attaque les marxistes pour ne pas penser aux conflits du genre, n'est-ce pas? C'est ce même double mouvement que Alexander utilisait et qu'on pourrait dire fait partie de l'attaque de Robinson, à la fois des marxistes européens qui n'ont pas dans leur travail sufficiently paid attention to race d'un côté, right? Et d'autres, disons, civil rights advocates qui n'ont pas suffisamment payé attention au capitalisme. Voilà. Alors, la deuxième partie ne se contente pas simplement de retracer les dimensions oppressives du racisme et de la racialisation européenne dans les périodes ultérieures ou en dehors du contexte européen. La deuxième partie met également en lumière les formes de résistance et les luttes des peuples noirs et des Africains, préparant ainsi le terrain pour cette idée d'une tradition radicale noire par opposition au radicalisme occidental, au radicalisme marxiste, et aussi pour préparer le terrain pour une discussion des grands intellectuels afro-américains et caribéens qui ont été les penseurs radicaux noirs, enfin les penseurs noirs les plus radicaux et qui ont utilisé Marx dans leur travail. Ce qui est intéressant, et donc ces trois penseurs, c'est W.E.B. Du Bois, C.L.R. James et Richard Wright, qui seront le sujet de la troisième partie de ce texte. Ce qui est intéressant, c'est que W.E.B. Du Bois est un objet de recherche ici, un interlocuteur, particulièrement dans la troisième partie, mais aussi est un modèle d'une certaine manière, un modèle pour Robinson, et pour la manière dont Robinson compréhende la lutte. Donc, de la même manière que W.E.B. Du Bois avait transformé les personnes noires esclavagées qui étaient réduits en esclavage, il les avait transformés en agents d'émancipation dans son livre Black Reconstruction in America. Il avait transformé la population esclavagée d'objets en sujet de l'histoire. C'était tout le travail de Black Reconstruction in America, c'était de montrer la façon dont, en fait, c'était les Afro-Américains opprimés par l'esclavage qui, à travers leur grève du travail, à travers leur abandon et leur abandon des plantations pour joindre l'armée du Nord pendant la guerre civile, ont été ceux qui ont transformé et qui ont produit l'émancipation, n'est-ce pas, eux-mêmes dans leur lutte. Le fait qu'ils se sont arrêtés de travailler et ils se sont mis en lutte, pour W.E. Du Bois, c'est eux qui deviennent les acteurs de l'histoire, n'est-ce pas? C'est eux qui deviennent le prolétaire, n'est-ce pas? Et W.E.B. Du Bois utilise ce langage spécifique. Il parle
general strike, il parle de black proletariat. Il utilise un langage en dialogue avec Marx pour essayer de transformer les Afro-Américains en agents d'émancipation. Alors, Robinson aussi utilise ce modèle pour documenter les formes omniprésentes de résistance noire depuis le XVIe siècle au Mexique, au Brésil, au Venezuela, en Haïti, dans les Guyanes britanniques et françaises, dans les Antilles britanniques, au Suriname hollandais, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Tout au long de ces analyses, Robinson tente constamment d'extraire, selon ses propres termes, à la page 167, il essaie d'extraire l'idéologie, la nature idéologique, philosophique, épistémologique du mouvement of the Black Movement, du mouvement noir, dont la dialectique, dont la matrice dialectique, whose dialectical matrix we believe was capitalist slavery and imperialism. Okay? Et donc, il faut bien comprendre que pour Cedric Robinson, ce qui est aussi important à la tradition radicale noire, ce n'est pas... Donc, c'est pas simplement la domination à travers les siècles, et c'est pas simplement la résistance physique et la résistance violente, mais aussi les idées, l'idéologie, l'épistémologie, le système épistémologique de la tradition radicale noire. Ce qui est clair donc, c'est que c'est du travail qui est très influencé par, mais en dialogue avec ce que Stuart Hall est en train de faire exactement à cette époque. Stuart Hall avec une approche dite cultural studies, n'est-ce pas, études culturelles, en dialogue avec Marx, bien sûr, mais se focalisant beaucoup plus sur les questions d'épistème, d'épistémologie, de culture, de livres, de textes, de films, etc. Right? On entend ici que pour Robinson, la tradition radicale noire, il faut la comprendre d'une manière culturelle. Ce sont des croyances, des manières d'être qui donnent un certain caractère aux formes de résistance et aux luttes. Et c'est un caractère, c'est une éthique qui est liée, il nous dit, Robinson, à une tradition africaine, qui se définit par le fait qu'il n'y a pas de violence de masse, qu'il y a plutôt une violence qui est tournée vers soi-même, vers l'intérieur, qu'il n'y a eu aux États-Unis, par exemple, pendant l'esclavage, qu'il y a eu, loin de ce que les Occidentaux pensaient aurait été nécessaire pour faire résistance à l'esclavage. Il y a eu très peu, en fait, de violence de masse. Il y a eu quelques soulèvements, on les connaît, John Brown, Harper's Ferry, etc. Mais en fait, il n'y a pas eu cette
violence de masse beaucoup moins brutale, nous dit Cedric Robinson, que ce qu'on pourrait trouver en Europe. Et beaucoup moins brutale que ce que Frantz Fanon proposait. Du reste, il y a une remarque à la page 168 où il vise Fanon particulièrement. Il écrit: There was violence, of course, but in this tradition, the black radical tradition, it most often was turned inward, the active against the passive, or as was the case of the Nonsquaze of 1856, the community against its material aspect. This was not savagery, as the gentlemen soldiers of 19th and 20th century European armies arrogantly reported to their beloved publics at home. Neither was it the fratricide of Fanon's extended Freudianism. And only seldom was it the devouring revolutionary terror of the international bourgeois democratic revolution that Genovese's neo-Marxism has led him to acknowledge. It was a different tradition, il nous dit. C'était une tradition différente, hein, à la page 169. Outlandish Africans often reacted to their new condition by attempting to escape, either to return to Africa or to form settlements of fugitives to recreate their old lives in the new land. These activities were not predicated upon the Africans' experience of plantation life, but on a total rejection of their lot. Right? It more easily sustained suicide than assault, and its ideological, psychosocial, cultural, and historical currencies were more charismatic than political, il écrit. When its actualization was frustrated, it became Obeah, voodoo, Mayaism, Pocomania, the religions of the oppressed, as Vittorio Lantinari put it. When it was realized, it would become the Palmares, the Bush Negro settlements, and at its height, Haiti. But always its focus was on the structures of the mind. Its epistemology granted supremacy to metaphysics, not the material. It was the mind, metaphysics, ideology, consciousness, il nous dit. All right? And et ça donnait lieu à quelque chose de différent que la violence massive. Il y avait une idéalisation du sacrifice. Il y avait cette idée que on pouvait mourir, mais qu'on allait être libéré en mourant. They won the battle, il écrit, and even their dead were free. They lived on their terms, they died on their terms, they obtained their freedom on their terms. Donc l'idée ici, c'est que ça a donné naissance à une tradition africaine qui privilégie l'esprit sur le corps, le métaphysique sur le matériel, la fuite, le suicide même, plutôt que la violence ou l'agression. Il résume tout ça à la page 171 en parlant d'un développement continu d'une conscience collective informée par les luttes historiques de libération et motivée par le sentiment partagé de l'obligation de préserver l'être collectif, la totalité ontologique. Alors clairement, c'est une tradition
considérablement différente du marxisme occidental, du radicalisme européen, incarné par des révolutionnaires comme Lénine, Mao, Fidel, Lumumba même ou Ho Chi Minh. C'est une tradition qui s'oppose au mode de pensée et d'action officielle européenne. C'est une culture, une sensibilité, un ethos, une éthique, une philosophie, un symbolisme, une sémiotique, une épistémologie différente de ceux du marxisme occidental. Il écrit The black radical tradition cast doubt on the extent to which capitalism penetrated and reformed social life, and on its ability to create entirely new categories of human experience, stripped bare of the historical consciousness embedded in culture. Donc il conteste l'idée que le capitalisme pouvait pénétrer ou reformuler la vie sociale. It gave them cause to question the authority of a radical intelligentsia, drawn by its own analyses from marginal and ambiguous social strata to construct an adequate manifestation of proletariat power. And finally, et finalement, il écrit « La tradition radicale noire les a obligés à réévaluer la nature et les rôles historiques de l'idéologie et de la conscience. Après tout, c'est en tant que peuple africain, émergent et non en tant qu'esclaves, que les hommes et les femmes noirs se sont opposés à l'esclavage. » Alors il conclut donc cette seconde partie en proposant que la tradition radicale noire a une vie propre, indépendante et autonome par rapport aux traditions radicales européennes et entièrement distincte du marxisme. Bon, ensuite, ça lui mène dans la troisième partie du livre à traiter de Du Bois, C.L.R. James et Richard Wright. Trois philosophes brillants, philosophes critiques, qui se sont engagés dans les écrits de Marx et dans la tradition marxiste de la critique et de la praxis. Pour en rester avec W.E.B. Du Bois, et comme nous l'avons vu précédemment, Du Bois a développé dans Black Reconstruction in America en 1935 un cadre qui s'inspirait directement des théories de Marx sur la lutte des classes, sur la contre-révolution, sur ce que lui, il appelait la contre-révolution de la propriété, n'est-ce pas? Il utilisait tous les termes marxistes, mais il les prenait pour son analyse de l'émancipation et de la guerre civile, n'est-ce pas? Donc, toute l'analyse de la contre-révolution devient la contre-révolution de la propriété. Toute l'analyse de la lutte des classes devient la lutte des Afro-Américains et l'émancipation devient l'émancipation. Hein. Mais ce que Robinson essaie de retracer, c'est la manière dont Du Bois, selon Robinson, s'éloigne progressivement de la tradition marxiste et en vient à embrasser la tradition radicale noire. Et avec une analyse méticuleuse des écrits de Du Bois et du contexte historique, particulièrement les relations entre les syndicats, le Parti communiste américain, Lénine et le Comintern sur la question noire et leur relation avec les Noirs en Amérique, Robinson démontre comment Du Bois devrait être mieux interprété aujourd'hui dans le cadre de la tradition radicale noire plutôt que dans le cadre marxiste, particulièrement à la fin de sa vie.
Et donc Robinson conclut Du Bois, malgré toutes les diversions et distractions de l'intellect, des origines sociales et de l'ambition qui ont marqué sa vie déjà longue, était enfin parvenu à la tradition radicale noire. Et donc, bon, on pourrait conclure toute cette discussion de ce livre avec un petit passage à la page 313 du texte où il écrit, je lirai ça en anglais. When Du Bois and C.L.R. James said about the recovery of the history of the revolutionary black struggle, they were driven from an implied to an explicit critique of Marxism. It appeared to them that Western Marxists, unconsciously bound by a Eurocentric perspective, could not account for nor correctly access the revolutionary forces emerging from the Third World. The racial metaphysics of Western consciousness, the legacy of a civilization, shielded their fellow socialists from the recognition of racialism's influence on the development and structure of the capitalist system. All right. Donc, voici pour donner un sens à l'ensemble de ce texte. Alors, la réception du livre Marxisme noir de Robinson, il avait été, comme je vous ai dit, publié en 1983 par une maison d'édition académique réputée pour la qualité de ses travaux historiques. Aujourd'hui, the University of North Carolina Press est connue pour sa liste en histoire particulièrement. Cependant, le livre n'avait pas reçu beaucoup d'attention au début. Il y avait ce que certains critiques ont appelé une conspiration du silence, un silence prolongé, du moins jusqu'à ce que Cornel West publie une revue, un recensement, en septembre 1988, un compte-rendu du livre qui fait date sur le marxisme noir et qui fait à la fois l'éloge et la critique de l'ouvrage. Il ouvre son recensement que j'ai mis en ligne, donc vous le retrouverez sur le syllabus pour le lire. Le livre de Robinson est une réussite exceptionnelle, il écrit. Il n'y a tout simplement rien de comparable dans l'histoire de la pensée radicale noire. Et avec ces mots, il a donc propulsé ce livre au cœur des débats contemporains. Alors, dans son essai, Cornel West note que le livre de Robinson est passé entre les mailles du filet, négligé à la fois par les chercheurs en Black Studies, d'un côté, et par l'intelligentsia de gauche, de l'autre. Et il souligne qu'il ignore à leur risque et péril, risque d'éluder les questions les plus importantes de notre époque, savoir comment s'engager correctement dans la lutte pour l'émancipation. Cornel West souligne l'importance des principales ambitions de Robinson, qui note comme les deux suivantes: de montrer que les efforts pour comprendre l'histoire de la résistance des Noirs à travers le prisme exclusif de l'analyse marxiste sont incomplets et inexacts, et d'autre part, de contribuer, il écrit, à la lutte pour la liberté des peuples opprimés en explorant les façons dont la tradition marxiste, indispensable à la lutte, peut l'entraver par ses centres d'intérêt eurocentriques. Je vais vous lire ça en anglais pour que... oui, enfin, bon. Ouais, non, ça va être un peu compliqué. Je veux juste souligner le fait qu'il écrit que pour contribuer à la lutte pour la liberté des personnes, des peuples opprimés, les façons dont la tradition marxiste, et il ajoute, indispensable à la lutte, peut entraver
si on ne fait pas attention à cette autre tradition, n'est-ce pas? Ok, j'y reviendrai. Je dirais que Cornel West était beaucoup plus séduit par les deux premières parties du livre que par la troisième partie. En ce qui concerne l'analyse de Robinson sur le racialisme européen, West le félicite d'avoir mis en évidence l'incapacité de la pensée radicale européenne et marxiste à rendre compte de la place de la race et du racialisme dans leur récit historique. Bon, ça c'est... Donc la première partie, il n'est pas trop critique. En ce qui concerne la deuxième partie, la tradition de résistance radicale des Noirs, il souligne bien que Robinson a mis au jour des pratiques distinctes de lutte des Noirs. Robinson a raison, il écrit, de mettre l'accent sur les sources non européennes de la résistance noire, mais il ajoute une note de prudence. Il évoque le danger potentiel d'une vision trop rose de la tradition radicale noire, ou, pour reprendre ces termes, d'une conception, il dit, romantique et idéalisée d'un passé africain monolithique et homogène, exempt de contradictions sociales, d'aveuglement culturel et d'injustice économique. Il dit que Robinson a failli tomber dans ce piège lorsqu'il prétend, il écrit, que la violence et la brutalité aveugles ne sont pas venues naturellement aux peuples africains en raison de la résolution des conflits en Afrique par le biais de la migration et de la réinstallation plutôt que par une guerre fratricide comme en Europe. Malgré ça, en d'autres mots, donc, une critique que peut-être c'est une vision un peu trop romantique de cette tradition radicale. Pourtant, il apprécie le projet de désarticuler, de démêler la tradition radicale noire du cadre marxiste. En revanche, la troisième partie du livre, pour Cornel West, est plus critiquable. Il ne trouve pas lisible exactement la lecture que fait Robinson de Du Bois ou de C.L.R. James ou de Richard Wright. Il les trouve plutôt explicitement, disons, marxistes ou marxiens ou en dialogue avec Marx. C.L.R. James était resté, selon ses propres termes, dans les termes de James, il était resté un Européen noir jusqu'au bout de ses ongles. Donc il conteste un peu la lecture de ces trois auteurs. Mais malgré ces désaccords, Cornel West soutient le livre de Robinson pour le travail qu'il accomplit, nous pousser à nous confronter aux questions les plus importantes, donc la lutte des peuples opprimés. Et il conclut, dernière phrase dans son recensement, « Les efforts de Robinson nous font reconnaître que cet approfondissement donc, de la réflexion sur la race est la seule voie à suivre si le marxisme et le radicalisme noir doivent être vitaux dans les années à venir. » Alors, comme ce passage est celui que je vous avais souligné plus haut indique, Cornel West reste beaucoup plus attaché au marxisme que Robinson, au moins à mon avis. La tradition marxiste, pour lui, demeure indispensable à la lutte, il propose. Selon Cornel West, Robinson ne rejette pas entièrement le marxisme. Du reste, West veut dire qu'il utilise une méthode marxiste afin de discréditer les praticiens eurocentriques du marxisme. Mais tout de même il y a cette valorisation chez Cornel West et non pas chez Robinson de la tradition marxiste. Le rôle de la culture et de l'idéologie aussi semble jouer un rôle beaucoup plus important dans le portrait que fait Robinson que dans
que dans beaucoup de travaux d'historiens marxistes, mais bien sûr, il y a Stuart Hall qui pourrait être un exemple ici. Et cela soulève donc de nombreuses questions, qui est, en fin de compte, la principale, c'est la relation entre cette tradition radicale noire, articulée par Robinson, et les écrits de Marx. Ce que je proposerais, c'est en fait que, en dépit du titre de ce livre, Black Marxism, et d'une certaine manière de la direction de beaucoup de travaux dans le domaine du racial capitalism, le titre Black Marxism est quelque peu trompeur. L'ouvrage donc ne propose pas une variante ou un courant ou une ramification du marxisme qui rendrait compte de l'expérience des Afro-Américains ou des Noirs. Il ne dépend pas d'une nouvelle... le livre ne défend pas une nouvelle version du marxisme, contrairement aux nombreux autres projets qui sont couplés avec le marxisme. Le livre fonctionne d'une manière très différente de la plupart des marxismes. La plupart des formes de marxisme, qu'elles soient passées ou présentes, et là je pense donc des traditions qui sortent du marxisme original, du marxisme étroit, du marxisme de Engels, disons. Le marxisme classique de Frederick Engels, qu'il a constitué après la mort de Marx, avec par exemple les doctrines du matérialisme historique, que Engels a vraiment créé à partir des écrits de Marx, ou bien de la dictature du prolétariat. Donc disons que ce sont des traditions qui viennent de cette origine du marxisme de Engels. Ces différentes formes de marxisme commencent toujours par une critique d'un certain aspect des écrits de Marx, ou une critique d'un certain marxisme, par exemple un marxisme universitaire, mais il s'approprie ensuite effectivement Marx pour elle-même, n'est-ce pas? Donc ces formes de marxisme prétendent être les vrais ou authentiques marxistes, les marxistes les plus complets, les plus authentiques. Par exemple, le marxisme féministe, ou bien le mouvement pour Wages for Housework, le mouvement pour le salaire au travail, le travail domestique, par exemple, dont on a déjà parlé. Ça commence par une critique de Marx pour n'avoir pas avoir accordé suffisamment d'attention à la reproduction sociale par rapport à la production industrielle, mais à la fin de la critique, il s'est transformé en l'expression la plus convaincante ou authentique du marxisme, ou au minimum un des principaux courants du marxisme, donc qui propose un horizon communiste féministe. De même avec le transgender marxism qu'on avait étudié en novembre. Vous vous rappelez, ça commence bien sûr avec une critique selon laquelle les écrits de Marx n'abordent pas de manière adéquate les questions de la sexualité, du genre, de la famille,
mais il se développe au fur et à mesure en une forme de communisme transgenre qui aspire à être une voie au sein du marxisme, pas seulement une voie périphérique ou marginalisée, mais vraiment la propre voie authentique du marxisme. De nombreuses autres formes de marxisme qui se sont appuyées sur l'édifice original ont également cherché à faire une lecture correcte de Marx, n'est-ce pas? Que ce soit l'analyse même du marxisme analytique, hein, ou bien le marxisme-léninisme, ou même le stalinisme, n'est-ce pas, qui revendique la théorie du matérialisme dialectique que Staline a développée en tant que doctrine marxiste officielle. En revanche, le Black Marxism de Robinson n'a pas l'ambition d'être un courant du marxisme, ni d'être véritablement marxiste. Il commence lui aussi par une critique de Marx, à savoir son eurocentrisme, et des problèmes de périodisation, mais il ne prétend pas reconstituer une forme de marxisme. Au contraire, il met au jour une histoire du racialisme européen que Marx a ignoré et développe à la place une tradition radicale noire qui se veut indépendante et autonome du marxisme, même si elle est en conversation avec les écrits de Marx. La tradition radicale noire n'est précisément pas une forme de marxisme noir, je dirais. Elle n'est pas une forme du marxisme. Et en ce sens, l'ambition de Robinson, bien que très différente, comme on a vu et on a entendu la critique, mais tout de même est beaucoup plus proche du projet de Frantz Fanon de remplacer le travailleur industriel occidental par les damnés de la terre, n'est-ce pas? Fanon n'avait pas l'intention de créer un marxisme post-colonial. Il était trop occupé à écrire et à participer à la lutte pour la libération de l'Algérie et des damnés de la terre. Et de la même manière, l'ambition de Robinson était bien plus grande que de développer une branche du marxisme ou même un marxisme noir. Il s'intéressait plutôt à un développement distinct et autonome, remontant à des siècles, au 9e, au 10e, et couvrant le monde entier, qui est donc cette tradition radicale noire. Donc, de la manière dont Robinson la présente, la tradition radicale noire est une tradition, plus un passé ou un présent, et non pas une vision ou un programme tourné vers l'avenir. Il s'agit de lutte et de résistance, et d'une manière de faire résistance. Et donc, je crois que pour Robinson même, il faudrait une autre dimension économique, politique, pour penser à ce que ça donnerait en ce qui concerne un avenir. L'une de ces dimensions, bien sûr, pourrait être le marxisme, et c'est là où Cornel West marie les deux. Il voit, et pour Cornel West, il voit la meilleure illustration de ce mariage, je pense, dans Du Bois. Et je le vois aussi, du reste. Ça se voit très bien chez Du Bois. Du reste, je dirais que mes lectures antérieures de Du Bois étaient trop simplement en conversation avec Marx et pas suffisamment en conversation avec cette tradition radicale noire. L'idée que les personnes qui sont esclaves deviennent le moteur de l'histoire, remplacent le prolétaire, leur résistance, l'idée de grève générale, le fait que leur grève fait bousculer la guerre civile à l'avantage du Nord, c'est exactement vraiment le mariage
d'une analyse marxienne et radicale noire. Donc, ça pourrait être, bien sûr, donc, une vision qu'on pourrait avoir, une vision post-capitaliste. Mais je pense qu'il peut donc y en avoir d'autres sur la base du travail de Cedric Robinson, qui se dissocie du marxisme. Et ici, je pense qu'on pourrait faire appel aux travaux afro-futuristes, afrofuturism. Et qu'on pourrait essayer de penser au mariage de la tradition radicale noire avec un autre avenir qui est celui de l'afrofuturisme. Alors ici, je pense aux travaux d'un juriste et politologue, Bennett Capers, C-A-P-E-R-S. Je ne suis pas sûr si j'ai mis un article ou quelque chose de sa part sur le syllabus, mais peut-être que j'essaierai d'ajouter ça. Alors, selon lui, dans un article qui est apparu dans le New York University Law Review, intitulé Afrofuturism, Critical Race Theory and Policing in the Year 2044, Bennett Capers définit l'afrofuturisme en termes de ce qu'il dit la fiction spéculative qui traite de thèmes afro-américains et aborde des préoccupations afro-américaines dans le contexte de la culture techno. Il fait référence dans son travail à l'artiste de jazz afro-futuriste Sun Ra, aux romanciers afro-futuristes Octavia Butler et Samuel Delany, à la chanteuse afro-futuriste Cybersoul Janelle Monáe et au film Black Panther de 2018. Comme l'explique Capers à la page 7, en 1994, dans un essai influent intitulé Black to the Future, donc the allusion there is back to the future, right? C'est Black to the Future. Le critique culturel Mark Derry, D-E-R-Y, a introduit le terme afrofuturisme pour décrire, quote, la fiction spéculative qui traite de termes afro-américains et aborde des préoccupations afro-américaines dans le contexte de la technoculture du XXe siècle. Derry a ajouté que le mouvement afrofuturiste aborde, quote, la signification afro-américaine qui s'approprie les images de la technologie et d'un futur amélioré par des prothèses, unquote, pour imaginer les personnes de couleur, persons of color, dans le futur. Bien sûr, il y avait des illustrations beaucoup plus anciennes. En fait, dès les années 1850, il trouve des exemples de afrofuturism, dès les 1850 dans son travail. Et bien sûr, Sun Ra, lui, il a travaillé dans les années 1970. Et donc, il parle... Bennett Capers, il écrit en 1972, Sun Ra sort son œuvre peut-être la plus admirée, le film et la bande originale, Space is the Place, un space opera dans lequel son avatar mène un exode de noirs vers une autre planète en utilisant la musique comme vaisseau spatial métaphorique. Donc, ce sont des travaux qui sont orientés vers des futurs de science-fiction, de nouvelles technologies, et qui contient aussi toute une dimension de la pensée utopique. Et alors, pourquoi ne pas imaginer un futur post-capitaliste à partir de ces techno-futurs utopistes, issus notamment des traditions africaines, afro-américaines? Il y a certains thèmes qu'on peut retrouver dans ces travaux, comme nous explique Capers,
et le plus important d'entre eux est l'insistance sur le fait, écrit Capers, que les persons of color ont en fait un avenir et un engagement à perturber les hiérarchies et les catégories raciales, sexuelles et économiques. Les thèmes subsidiaires, il écrit, comprennent la mise en avant de l'aliénation et la vision de la récupération. Alors pour penser The Black Panther, la panthère noire, j'imagine, c'est le nom du film en français, j'imagine. Il y a un bel article par Jelani Cobb qui s'appelle Black Panther and the Invention of Africa, qui est apparu dans le New Yorker, qui est un commentaire sur le film, qu'on pourrait mettre en conversation ici. Alors, comme vous savez, peut-être, donc j'ai vu qu'il y en avait peut-être 5 d'entre vous qui ont vu le film. Pour les autres, je ne sais pas si je vous le recommande. Oui, je vous le recommande. Parce que c'est un film fascinant sur 2 politiques différentes. 2 politiques très différentes. Alors, il s'agit vraiment d'une histoire qui commence d'une histoire d'enfant. D'une histoire d'enfant sur le concept de home, de ce qu'on considère le home. Ça s'ouvre, on entend un tout jeune petit garçon qui demande à son père, je pense qu'il appelle Baba, de lui raconter une histoire. Donc, de lui raconter une histoire pour aller au lit. Baba, raconte-moi une histoire, il dit. Laquelle? The story of home. L'histoire de notre maison, n'est-ce pas? De our home. Alors, cette histoire commence il y a des millions d'années avec la naissance, à la suite de l'écrasement d'une météorite, de l'Afrique, la naissance de l'Afrique, et de ces 5 tribus, dit-il, qui s'y ont installées et qui ont créé un pays qui s'appelle Wakanda. Il s'agit donc d'une histoire d'origine, n'est-ce pas? Une histoire comme les histoires bibliques, etc., des histoires d'origine, mais une histoire d'origine noire. Alors, selon cette histoire, des guerres éclatent entre les 5 tribus, et tout d'un coup, il y a la première panthère noire, the first Black Panther, un caractère qui est doté d'un pouvoir spécial. Ça s'appelle le vibranium, qui est issu d'une plante. C'est un produit, c'est un peu comme la potion magique d'Astérix et Obélix, disons. Mais oui, ouais. C'est un liquide translucide violet qui a un pouvoir spécial, le vibranium, issu d'une planète, donc. Et donc, ça crée cette puissance, ça crée le panthère noir qui unifie les 4 tribus et qui crée toute une technologie de science-fiction, mais toute une technologie, un savoir-faire qui est caché aux Européens et à l'extérieur. À l'extérieur, il y a toute la guerre, il y a tous les guerres mondiales, etc. Mais dans ce pays, le Wakanda, les Africains arrivent à cacher leur pouvoir et leur savoir-faire et leur technologie. Alors, si on coupe à 1992, à Oakland, California, dans un quartier dur, Oakland, California, c'est là où The Black Panther Party est né. C'est un quartier dur, on l'entend bien, et on retrouve 2 espions du Wakanda qui ont été envoyés dans le quartier, qui se livrent, il semblerait, à la criminalité, qui préparent un robbery. L'un d'eux,
sans qu'on le sache au début, mais on l'apprendra, est le frère du roi de l'époque de Wakanda, qui avait été envoyé donc à Oakland comme espion pour voir ce qui se passait aux États-Unis. L'autre, sans le savoir et sans que l'autre le sache, est également un espion de Wakanda. Et le frère du roi avait trahi et vendu le pouvoir et voulait donner le pouvoir, le vibranium, afin de permettre aux Noirs américains de se défendre contre leurs oppresseurs blancs. Retour à l'actualité, le roi du Wakanda est mort dans un attentat terroriste lors d'une réunion de l'ONU. Un nouveau roi doit être intronisé qui s'appelle T'Challa, le roi du Wakanda. Alors, Wakanda, c'est home, c'est une terre qui fait semblant, c'est une terre qui représente donc l'Afrique, qui fait semblant d'être pauvre pour cacher ses richesses. C'est un territoire où il y a des femmes guerrières, il y a une haute technologie futuriste à tous les points de vue. Ça fait très Star Trek. C'est une combinaison de Star Trek et James Bond, avec tous les gadgets pour se battre, etc. Mais d'un autre côté, c'est aussi une monarchie héréditaire masculine, on dirait. Donc, il y a des aspects de ce romantisme qui sont, disons, on pourrait dire un peu réactionnaires. C'est une monarchie héréditaire. Ça passe de père à fils. Sauf qu'à chaque étape, la monarchie est ouverte à un combat physique contre qui que ce soit dans les 4 autres tribus qui veulent se combattre contre l'héritier de la monarchie. Alors, le nouveau roi T'Challa est en fait isolationniste, comme son père et comme toute la tradition l'a été. Il protège les richesses du pays, ne veut pas les partager et ne veut pas partager ce pouvoir. Et donc, ça donne lieu à un conflit entre deux politiques. L'isolationnisme de Wakanda et du chef et du roi T'Challa contre un certain stéréotype du Black Panther Party. Alors, rappelons que l'oncle, donc le frère de l'ancien roi, l'oncle de T'Challa, voulait utiliser le vibranium pour donner du pouvoir aux Afro-Américains et provoquer une révolution, puis faire régner le Wakanda sur eux tous. Le roi père a tué son frère lors de leur rencontre à Oakland, mais a laissé son fils sur place. Il a abandonné le fils, qui lui aussi était un membre de Wakanda avec ce pouvoir. Ce fils qui est donné le nom Eric Killmonger. Killmonger, ça veut dire un tueur assidu, un Killmonger, qui est donc le cousin germain du roi maintenant T'Challa, s'est entraîné toute sa vie pour affronter T'Challa dans la lutte pour le royaume. Il s'est entraîné en Irak, en Afghanistan. He is a Killmonger. Il a des marques de chaque personne qu'il a tuée partout sur son corps. Il est à la fois vengeur de la mort de son père, il est traumatisé par sa jeunesse et la mort de son père, et il est engagé politiquement face à ce qu'il dit 2 milliards de personnes opprimées. Il veut le vibranium pour le donner aux persons of color pour se libérer. Il s'agit donc d'une bataille politique entre
un certain nationalisme, isolationnisme d'un côté, et justice sociale, Black Panther Party de l'autre côté. Finalement, pour expliquer un peu l'histoire, je m'excuse, spoiler alert, le cousin Killmonger prend le pouvoir, il bat T'Challa presque à mort, mais T'Challa survivra, mais on le pense mort. Killmonger veut une révolution partout, il va envoyer du vibranium à tous les persons of color qui luttent contre l'oppression. Bon, éventuellement, le véritable roi T'Challa change lui aussi d'avis, il est sauvé, et il change d'avis, il veut désormais partager le pouvoir, mais d'abord il doit prendre le manteau de son cousin, The Killmonger. Il se bat donc, il bat et tue Killmonger. Et Killmonger, à sa mort, dit, l'autre allait le sauver à la fin, il allait lui donner la vie en fait, T'Challa. Mais Killmonger dit, tue-moi. Il dit, enterre-moi dans l'océan, avec mes ancêtres qui ont sauté des bateaux parce qu'ils savaient que la mort valait mieux que l'esclavage. Bon. Alors, la fin du film, à la fin du film, c'est une fin assez docile. L'intérêt amoureux de T'Challa, donc la femme qu'il aimait, qu'il a sauvée en partie, une femme qui était farouchement indépendante, devient docile, elle devient sa femme. T'Challa fait que le Wakanda développe des International Outreach Centers, crée des échanges de sciences et d'informations, parce qu'eux, ils peuvent réparer, comme il le démontre. Il y a un agent CIA qui est sauvé par, etc., mais d'un jour à l'autre, qui avait une balle dans son dos, d'un jour à l'autre est réparé par vraiment, ils ont cette technologie incroyable, donc ils font des échanges de sciences et d'informations. Donc c'est un peu la fin se termine avec avec des échanges un peu ONU, International Outreach, c'est pas révolutionnaire, c'est pas marxiste, ils partagent leurs connaissances, ils vont construire des ponts avec tous les autres, ils vont prendre soin les uns des autres, et on termine sur cette idée qu'ils vont former une seule et même tribu, toute l'humanité, noire et blanche, etc. La fin, on dirait, est en fait un avenir sans race presque, comme Marx prévoyait un avenir sans classe presque. Enfin non, pour Marx c'était sans classe. Mais je pense que la fin du film c'est pas explicite, mais je dirais que c'est que tout le monde devient une humanité noire et blanche. Alors, ce qui est clair, c'est que ce film, il s'agit d'un conflit entre, d'une part, une forme utopique de socialisme internationaliste qui s'inscrit dans un bien-être mondial des Nations Unies, et d'autre part, un avenir un peu caricatural du Black Panther Party ou du marxisme-léniniste. Et notez bien qu'il y a même une image de Huey Newton dans l'appartement du père de Killmonger à Oakland. Donc je crois que c'est assez... je ne suis pas en train de projeter, je crois que c'est même l'intention, avec une image de Huey Newton qui donc représente l'approche du Black Panther Party, du moins le stéréotype de la dimension violente et non de la dimension coopérative. Comme certains d'entre vous vous souvenez peut-être, parce qu'on avait fait un séminaire l'année dernière, en mars, je pense, 2024,
sur le Black Panther Party. Il y a bien sûr ce stéréotype, je pense, erroné du Black Panther Party, selon lequel c'était un mouvement de violence, quand en fait c'était un mouvement qui est né avec une mission axée sur le service communautaire et la coopération, né avec une plateforme et un programme axé sur la lutte contre la pauvreté dans les communautés afro-américaines. Et donc toute forme de programme communautaire mis en place de nutrition pour les enfants et les adultes, d'éducation, de la santé, etc. Free breakfast programs pour les jeunes, free food programs, etc. Donc il y avait tout un côté très différent de ce qu'on pense d'habitude quand on pense aux Black Panthers, au Black Panther Party. Mais ici, c'est un peu caricatural. Bon. Alors, ça se termine comment, donc ça se termine par une autre vision. Est-ce qu'elle est post-capitaliste? Disons qu'elle a des dimensions socialistes, social-démocrates, d'unification, d'un monde, d'un internationalisme pacifique, Nations Unies-esque, qui pourrait être donc une autre vision futuriste, qui est tout de même associée avec the Black Radical Tradition, n'est-ce pas? L'histoire du Wakanda n'est peut-être pas beaucoup plus inventée que l'histoire de l'Afrique, de celle de Cedric Robinson. C'est ce que Jelani Cobb maintient dans son article. Il écrit Black Panther se déroule dans une nation inventée en Afrique, un continent qui est aux prises avec des versions inventées de lui-même depuis que les hommes blancs l'ont déclaré continent noir et ont entrepris de piller ses habitants et ses ressources. Il fait référence ici, Jelani Cobb, par exemple, à David Hume. Vous savez, David Hume, en 1753, le philosophe avait écrit « J'ai tendance à soupçonner les nègres et toutes les autres espèces d'hommes d'être naturellement inférieurs aux blancs. Il n'y a jamais eu de nation civilisée de teint autre que blanc. » Donc, il y a toujours eu une création de ce qu'est l'Afrique en Europe. Et Jelani écrit « L'Afrique, ou plutôt l'Afrique, en guillemets, est une création du monde blanc et des mécanismes littéraires, académiques, cinématographiques et politiques qu'il a utilisés pour donner à la mythologie la crédibilité de la vérité. Il n'existe pas de nation telle que le Wakanda sur la carte du continent, mais cela n'a rien à voir avec la question. Le Wakanda n'est ni plus ni moins imaginaire que l'Afrique évoquée par Hume ou celle canonisée dans des productions hollywoodiennes telles que Tarzan. C'est une contre-mythologie rédemptrice. La plupart des cinéastes commencent par demander à leur public de suspendre leur incrédulité, mais avec l'Afrique, le directeur ici commence par un sujet à propos duquel le monde avait suspendu son incrédulité 4 siècles avant sa naissance. Alors, comment faire face à cet héritage de l'oubli, vraiment, à cet héritage de la création de ce qu'on pourrait appeler l'Afrique? Saidiya Hartman, comme vous savez, pose cette question, elle aussi. Et elle parle de critical fabulation, d'essayer d'écrire l'histoire
des Afro-Américains, par exemple, d'une manière critique, d'une manière fabulatrice, étant donné qu'il nous manque toutes les archives, qui c'est un lieu de création. Mais est-ce qu'on pourrait penser à l'afrofuturisme ici? Ou bien est-ce qu'on pourrait penser au marxisme noir? Les traditions de résistance, comme the Black Radical Tradition, recèlent-elles des forces cachées? Peut-on imaginer un avenir fondé sur des forces cachées qu'on retrouverait même dans la pauvreté, dans la simplicité, ou même dans la décroissance, comme on va parler, dont on va parler vendredi? Ou avons-nous besoin plutôt d'un renversement révolutionnaire du côté de Marx, du côté de Eric Killmonger? L'aide humanitaire de Tchala et le partage suffisent-ils pour un futur post-capitaliste? Est-ce qu'un monde de fraternité et de sororité, de shared humanity est adéquat? Je dirais que nous sommes aujourd'hui dans une période où il faut bien se poser ces questions. L'administration Trump est en train de démanteler toutes les initiatives de diversity, equity and inclusion et d'imposer un paradigme de color blindness, un paradigme qui est aveugle aux questions de race, tout en éliminant des programmes humanitaires de l'autre côté, comme USAID, qui a été éliminé, et les formes d'aide humanitaire. Quelle serait donc la prochaine étape, étant donné que nous faisons face vraiment à un contexte où on ne peut presque ne plus parler de ces questions? Je dirais du reste que tous ces propos dont je vous ai parlé aujourd'hui, tout ce que je vous ai proposé, tout ce que j'ai dit, ferait partie de ce qu'on ne peut plus dire aux États-Unis et qui ferait partie d'un ensemble de discours ou de départements académiques qui ne pourraient plus exister sous les directives de Donald Trump, n'est-ce pas? Toute cette discussion, tout ce discours que je viens de vous donner est en fait hors limite aujourd'hui, selon les directives du gouvernement américain. Alors, comment repenser tout ceci dans le contexte actuel, particulièrement quand d'un côté on ne peut pas en parler et de l'autre côté il y a un démantèlement entier de l'approche humanitaire qui est l'alternative ici, du reste dans l'afrofuturisme du Black Panther. Bon, je ne sais pas s'il y en a une minute pour des questions ou bien si vous voulez, mais oui. Allez-y. C'est une question un peu provocative. Quand vous parlez du Wakanda comme le lieu d'origine, le home, donc du bonheur, passé ou futur, dans lequel sont des technologies nouvelles, je pensais un peu au contre-type du discours d'Elon Musk. Le contre-type Du discours d'Elon Musk. Dans quel sens? La race blanche au sens Afrique du Sud, ouais. Et les nouvelles technologies, et faire la jonction dans un... Alors, c'est pas une société, c'est une fabrication mentale.
que moi je vois aussi nationaliste. Donc c'est deux façons d'activer une nation noire, pour pas dire la discussion d'avant, une nation blanche dans l'univers techno-futur. Ouais, fascinant. Ouais. Musk, c'est après. Ouais. Après, mais en même temps, il y a du ressourcement du Sud. Ouais. Pour dire plus génériquement, deux imaginaires nations techno. Oui, tout à fait. Et il y a et on pourrait développer cette thèse avec quelques autres propositions, par exemple. L'administration de Trump qui veut donner la nationalité américaine à des fermiers sud-africains blancs, n'est-ce pas, et exclure presque tout le monde d'autre des immigrants aux États-Unis. On peut penser à la manière dont Trump utilise le DEI pour vraiment accuser les Afro-Américains ou les non-blancs aux États-Unis de tous les erreurs et les accidents, comme l'accident qui s'est avéré à Reagan Airport à Washington, D.C. Vous savez, il y a eu ce terrible accident, l'hélicoptère militaire qui est rentré dans l'avion. La première chose que Trump a dit, c'est que c'était de la faute du DEI, n'est-ce pas? En d'autres mots, c'était de la faute du fait qu'il y avait des Afro-Américains qui travaillaient à la FAA, n'est-ce pas? Donc oui, je pense qu'on pourrait ajouter pour cette vision qu'il y a une contre-imagination de futuriste techno-blanche qui se développe. Oui. Autre question? Bon? OK. All right. Alors, ce qu'on va faire, c'est donc, on se retrouve vendredi. J'aimerais retourner au travail de Kohei Saito, parce qu'il va être notre prochain invité au Marx 1313 à New York, le 8 avril. Donc j'aimerais retourner à son travail, à l'idée de degrowth communism, degrowth manifesto. Et en même temps, je mettrai de côté du temps pour parler et de discuter de ce qui se passe à Columbia. Et puis, peut-être qu'on pourra prendre un pot après. OK? All right. Donc, à vendredi. Et ça, on se retrouvera à l'Humatech vendredi. OK? Bien. Merci. Attends que j'éteins ça. C'était pour comprendre la réactivation de la color line.